Bonjour à tous. Si on peut faire un tout petit peu de silence, merci. Donc, la séance de cet après-midi est consacrée aux actualités et aux innovations en orthopédie pédiatrique sous la coordination de notre collègue d'Amiens, le professeur Richard Gouron. Voilà, merci à tous de participer. Mais comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons une visite exceptionnelle que nous voulons bien sûr honorer et remercier. Madame la députée Valéria Faure-Montian, qui est franco-ukrainienne et qui est présidente de l'amitié France-Ukraine pour l'Assemblée nationale et le Parlement ukrainien. Donc, elle a voulu participer, je l'ai conviée bien sûr, et comme la semaine dernière, elle ne pouvait pas être là pour le lancement de l'opération qu'on a voulu de partenariat pour aider les victimes de la guerre en Ukraine avec la chaîne de l'espoir. Il y avait une séance la semaine dernière qui est en ligne d'ailleurs, qu'on peut montrer sur le portail de l'Académie, avec la participation de la Fondation de l'Avenir et de la Mutualité française, d'ores et déjà, et la participation bien sûr de la chaîne de l'espoir et d'un collègue tout à fait exceptionnel qui est professeur d'anesthésie-réanimation au Val-de-Grâce et qui est un acteur de la chirurgie solidaire, humanitaire, acteur sur tous les terrains de guerre, en particulier en Syrie, et qui est actuellement en train de partir, il part demain en Ukraine pour monter à Lviv, j'arrive jamais, Lviv, donc une structure de formation pour les personnels de santé ukrainiens, pour la chirurgie de guerre, la logistique, la prise en charge des blessés graves dans des conditions très difficiles. Donc c'est le professeur Raphaël Pitti qui va devenir un pilier vraiment de l'action qu'on peut mener sur le terrain sanitaire en Ukraine, sur le terrain, avec la chaîne de l'espoir, contribue également avec l'envoi de convois sanitaires avec des équipements de différents types. Et l'aide de Madame la députée va être essentielle pour qu'on puisse mieux comprendre quelles sont les attentes, les besoins sur le terrain, quels types de matériels sont encore nécessaires, comment faut-il y monter des chaînes de logistique autour de l'organisation de cette aide. Voilà, Madame la députée, si vous voulez bien prendre la parole, on s'est vu hier et moi j'ai été vraiment frappé, c'était juste après la prise de parole à l'ONU du président de l'Ukraine. Vous étiez en ligne sur BFM, je crois, pour commenter un peu ce discours très, très émouvant et très difficile du président de l'Ukraine. Et donc, ce que j'ai ressenti, c'était à la fois votre volonté d'agir et en même temps la difficulté à laquelle vous êtes confrontés avec des appels qui viennent sans cesse de partout pour trouver de l'aide, aussi bien pour l'accueil des réfugiés en France que pour apporter sur le terrain un véritable soutien. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation, cher professeur. Bonjour à toutes et à tous. Je préside le groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale et dans ce cadre-là, depuis 5 ans, je travaille avec l'Ukraine dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour accompagner notamment le développement des relations bilatérales entre nos deux pays. Il s'avère que la guerre fait rage en Ukraine depuis 8 ans, mais on l'a un tout petit peu oublié parce qu'elle était concentrée sur un périmètre assez restreint. Mais depuis le 24 février, nous avons une guerre de grande ampleur, de haute intensité, ce que c'est les mots des professionnels de la guerre. Ça veut dire des bombardements, des opérations militaires offensives et ça veut dire aussi les villes assiégées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue médical? Parce qu'il y a cette partie-là qui vous intéresse particulièrement. Ça veut dire qu'on a les blessures qui sont liées au bombardement avec des armes à sous-munitions, donc qui sont a priori bannies par les conventions internationales. Donc ça veut dire des petites blessures par projectile, des membres sectionnés, des visages abîmés. Donc ça nécessite forcément des interventions pour sauver les membres, les capacités d'entendre, de voir de ces personnes. Ça veut dire aussi un problème d'accès à la médecine classique
classiques, donc pour des pathologies qui préexistaient à la guerre. Donc, problème d'accès à la chimiothérapie, problème d'accès à l'insuline et d'autres médicaments et d'autres pathologies que vous connaissez bien mieux que moi. Je ne suis pas une professionnelle de médecine. C'est évidemment la sous-nutrition, la malnutrition des adultes, mais aussi des enfants dans des territoires occupés qui n'ont pas accès à la nourriture. C'est aussi la prolifération de maladies liées aux conditions de vie dans les souterrains, dans l'humidité, mais aussi de la prolifération du Covid qui n'a pas été annulé par la guerre, malheureusement, comme d'autres pathologies d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, il y a besoin de médicaments et d'aide à destination et de professionnels à destination des civils. Plus, évidemment, toutes les blessures de guerre des militaires que les gens qui ont opéré sur les scènes de guerre connaissent bien, qui ont besoin de matériel d'urgence, des garrots et autres médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires. Donc, voilà la situation médicale aujourd'hui de l'Ukraine. Je cherchais l'autre jour, parce que j'ai été appelée de la banlieue de Kiev, je cherchais à faire accéder une personne d'un âge certain, pour ne pas dire d'un certain âge, aux médicaments qui permettaient de maintenir son niveau de sucre parce qu'elle souffre d'un diabète, mais qui est traité par médicaments et pas encore par l'insuline, donc très difficile à obtenir parce que les pharmacies ouvrent de manière chaotique en fonction de ce qui se passe sur le terrain et qui ne sont pas forcément approvisionnés de manière régulière dans ce type de médicaments. Donc voilà les difficultés que rencontrent les Ukrainiens aujourd'hui sur le terrain, sans parler évidemment du drame qui se déroule au quotidien. Vous avez vu, comme tout le monde, les images de villes libérées comme Boutcha. Donc il y a toute la dimension psychologique qui va entraîner des drames et des problématiques post-traumatique pour les adultes comme pour les enfants. J'accueille moi-même une famille de réfugiés chez moi et donc j'essaie de m'occuper aussi de l'accompagnement des réfugiés qui arrivent sur le sol français. La difficulté, c'est la barrière de la langue pour pouvoir être prise en charge du point de vue psychologique. Ça sert à rien d'avoir un psychologue. Alors pour la paix de psychologie et psychiatrie, ça va à peu près, on passe par le jeu. Apparemment, il y a des professionnels qui arrivent à trouver un terrain d'entente pour faire manifester leur désarroi aux enfants de tout petits, mais pour les adultes, il y a besoin de verbaliser. Pour verbaliser, il faut être compris, il faut pouvoir comprendre la question, en tout cas l'échange. Et là, on a une vraie difficulté parce que les Ukrainiens ne sont pas francophones, ou pas tous en tout cas, et donc il faut trouver aussi des solutions pour cette prise en charge localement, plus évidemment donner un cadre le plus serein possible, le plus stable possible, une intégration, même s'ils se sentent évidemment très bienvenus en France et très bien accueillis, ça fait partie des éléments qui leur permettraient de se reconstruire. Donc voilà un petit peu le champ de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on rencontre sur le terrain, de ce que j'essaie de véhiculer aussi en termes de messages. J'ai à disposition du professeur Benamou la liste des médicaments et des biens de première nécessité médicaux qui est mise à jour de manière régulière par les professionnels sur le terrain en Ukraine, que je lui ferai passer. L'avantage, quelque part, du terrain ukrainien, c'est que vous avez non seulement une école de médecine de qualité plutôt élevée, donc vous avez des enseignants, des professeurs, des médecins, des pratiquants sur le terrain qui sont aptes à prendre en charge leurs propres blessés. De plus, tout professionnel de médecine en Ukraine est mobilisé et mobilisable, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, dans le cadre des lois, de la loi martiale.
Donc, à moins de démissionner de son poste en hôpital et partir à l'étranger, a priori, ils sont tous mobilisés dans le cadre de leurs compétences et de leurs connaissances, soit sur le terrain, soit dans un établissement médical. Donc, si l'hôpital n'est pas bombardé et s'ils ont accès au matériel, ils arrivent à fonctionner, ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres scènes de guerre où déjà la médecine de base avait un niveau très faible, voire inexistant, où là, tout est à faire. En Ukraine, il y a au moins une base solide, donc on peut se greffer là-dessus assez aisément. Et pour le coup, c'est niveau occidental, à tel point que le professeur Véran, le ministre Véran, je vais y arriver, a autorisé l'exercice de la médecine de ces professionnels qui peuvent arriver en France à travers les autorisations délivrées par l'ARS. Donc ça prouve bien qu'il y a une compatibilité professionnelle et où le dialogue serait aisé entre les médecins français et les médecins ukrainiens. Si vous avez des questions, évidemment, je reste à votre disposition. Je ne sais pas quoi vous raconter d'autre parce que je peux en parler pendant des heures. Le drame que vit aujourd'hui l'Ukraine est énorme. Les besoins sont évidemment immenses. Donc, voilà, je reste à disposition. En tous les cas, mille merci, Madame la députée. Et si vous me permettez, je vais demander à tous nos collègues de se lever pour vous remercier et pour saluer en même temps toutes les victimes de la guerre qui sont victimes d'une guerre totalement injuste. Et donc, vous avez toute notre solidarité. Jean-Pierre, tu m'as fait le résumé de la séance précédente. Avant qu'on puisse démarrer notre session du jour. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, Madame la députée, académicienne, académicien, j'ai le plaisir de vous faire le résumé de la dernière séance qui a été rédigée par mon co-secrétaire annuel Georges Abilaoud. Et donc cette séance concernait les pratiques interventionnelles en chirurgie thoracique et en urologie. Donc Iraj Ganjbak a introduit cette séance en indiquant que ce serait sa dernière modération qui portant sur les pathologies interventionnelles après 12 années de bons et loyaux services passés à ce poste. Il se dit heureux de voir que l'Académie nationale de chirurgie a beaucoup évolué dans ce domaine et a fini par accepter les pratiques interventionnelles dans son fonctionnement. Le président a remercié Iraj Ganjbak pour toute la contribution qu'il a pu apporter durant ces 12 années, pendant lesquelles il a assuré la gestion de la section interventionnelle à l'Académie. Il l'a aussi remercié pour tous les efforts qu'il a fait en collaboration avec l'Académie nationale de médecine pour le rapport bi-académique sur ce sujet qui va prochainement sortir. Le président insiste aussi sur l'intégration des pratiques opératoires interventionnelles dans les missions de l'Académie nationale de chirurgie. Le secrétaire général Hubert Joannet annonce le triste décès du professeur Jean-Claude Patel, chirurgien viscéral à l'hôpital Ambroise Paré. La première communication a été faite par Alexandra Masson-Lecomte, la réhabilitation accélérée en chirurgie urologique, exemple de la cystectomie. La réhabilitation améliorée après chirurgie, RAC, est devenue une approche péri-opératoire globale dont l'objectif est de réduire la mortalité post-opératoire tout en améliorant la qualité de vie des patients. Elle est devenue incontournable pour limiter l'impact des procédures chirurgicales sur les patients. En urologie, l'Association française d'urologie propose en 2018 une version française des premières recommandations de la RAC, cystectomie. Les principales mesures sont partagées en 3 parties: préopératoire, optimisation médicale, kinésithérapie, immunonutrition, jeûne limité, charge glucidique. Péropératoire, contrôle du remplissage péropératoire, utilisation de la voie mini-invasive, et post-opératoire, réduction des drainages, limitation de l'usage des antalgiques morphiniques, levée et réalimentation précoce.
L'application du protocole de RAC depuis 2018 à l'hôpital Saint-Louis a nécessité la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire s'appuyant sur un parcours patient clairement établi à tous les stades et une attitude systématique d'évaluation via l'outil grâce audit. Au final, la RAC cystectomie permet une réduction nette des durées d'hospitalisation et des taux de complications post-opératoires. Questions et commentaires. Iraj Gandbach, application systématique du protocole à tous les patients, point d'interrogation, oui, sans différenciation, quel que soit le profil du patient. Le président, y a-t-il une preuve de l'action de l'immunothérapie? En effet, il y a un effet anti-inflammatoire et de renforcement du système immunitaire qui a été prouvé. Le vice-président et le secrétaire général ont insisté sur l'intérêt de combiner la chirurgie micro-invasive robotisée à la RAC pour améliorer la qualité de vie et raccourcir encore plus les durées d'hospitalisation. La deuxième communication a été faite par Olivier Perrin, place de la radiologie interventionnelle dans la prise en charge des métastases des cancers urologiques. 30% des patients avec un cancer du rein développent des métastases osseuses. Ces lésions impactent lourdement la qualité de vie des patients par des douleurs et l'impotence fonctionnelle qu'elles génèrent, ainsi que la survie globale qui raccourcit de 19 mois. 3 approches en radiologie interventionnelle ont été développées pour la sédation de la douleur, la stabilisation des fractures et la destruction tumorale. L'embolisation préopératoire permet une réduction du saignement de 800 ml et une réduction de 4 points sur l'EVA chez 70% des patients. La cimentoplastie et l'ostéosynthèse cimentée, dont nous parlerons, je crois, tout à l'heure aussi, permettent de réduire de plus de 50% l'EVA des patients et de façon concomitante de diviser par 2 la consommation d'opioïdes chez 70% des patients. Les techniques de thermoablation, radiofréquence et cryoablation, chacune par un mécanisme particulier, permettent un contrôle significatif de la douleur ainsi qu'un effet tumoricide efficace et prouvé. Finalement, la combinaison de ces 3 traitements est actuellement utilisée dans certains cas pour un contrôle optimal de la douleur, un effet sur la tumeur et une stabilisation osseuse. Enfin, l'effet abscopal consiste en la régression de tumeurs éloignées provoquées par la destruction d'une tumeur traitée par radiofréquence ou cryoablation, de plus en plus associée à l'immunothérapie, qui révolutionne la prise en charge et le pronostic de certains cancers métastatiques. Questions et commentaires. Le coût de ces traitements disruptifs ainsi que les difficultés d'obtention des autorisations européennes avec la baisse du nombre des organismes notifiés a été évoqué par plusieurs intervenants. Albert-Claude Benamou a évoqué un groupe de travail pour repousser de 3 ans ces lois européennes. Il a aussi salué cette technologie interventionnelle extracorporelle. Diagnostic endoscopique interventionnel. D'accord. Je pas. Moi, je pas. Il semble que tu as sauté 2 communications. Ah, j'ai sauté 2 communications, oui. Celle de François Godin. Alors, pardon, ouais, c'est allé, voilà. Métastase, ok. Voilà, François Gonin. Alors, la communication suivante par François Gonin, diagnostic endoscopique interventionnel mini-invasif des nodules pulmonaires périphériques et perspectives d'avenir. Le diagnostic endoscopique, avec parfois assistance par l'écho-endoscopie, permet un diagnostic des lésions bronchiques proximales. Les récents progrès technologiques en matière d'endoscopie, d'imagerie avec reconstruction de l'arbre respiratoire, mais aussi l'arrivée de la robotique, modifient l'approche diagnostique et thérapeutique des nodules pulmonaires périphériques. L'utilisation de la mini-sonde échographique, de la navigation électromagnétique, l'association d'un endoscope ultra fin avec un guidage radiologique en temps réel et l'apport d'un bras robotisé laissent entrevoir la possibilité d'atteindre un grand nombre de nodules pulmonaires périphériques par voie endoscopique, d'en assurer le diagnostic et de développer les premières applications thérapeutiques. Questions et commentaires. Iraj Gandbach a évoqué la place importante du diagnostic par mini-sonde avec prélèvement préopératoire dans la prise en charge des lésions pulmonaires. La communication suivante faite par Emmanuel Messas. Traitement non invasif du rétrécissement aortique par ultrason. Le rétrécissement aortique calcifié, valvulopathie,
la plus répandue chez l'adulte et l'une des causes les plus fréquentes de mortalité cardiovasculaire dans le monde. Valvosoft, dispositif médical non invasif, a été développé par CardiaWave pour le traitement par ultrasons des pathologies valvulaires cardiaques. 1,5 million de patients présentant une sténose aortique sévère menaçante ne sont pas actuellement traités à travers le monde pour différentes raisons. Patients trop jeunes ou trop âgés, patients refusant les chirurgies invasives. Le traitement non invasif ambulatoire chez ces patients, grâce aux ondes et pulsations des ultrasons focalisés, présente une avancée disruptive dans la prise en charge médico-chirurgicale. Finalement, l'utilisation de cette technique pourra être étendue pour le traitement d'autres pathologies, comme la calcification annulaire mitrale, les thromboses veineuses profondes et la destruction tumorale. Questions et commentaires? Alors, le coût de ces traitements disruptifs ainsi que les difficultés d'obtention des autorisations européennes avec la baisse du nombre des organismes notifiés a été évoqué par plusieurs intervenants. Albert-Claude Benamou a évoqué effectivement un groupe de travail pour repousser de 3 ans les lois européennes. Il a aussi salué cette technologie interventionnelle extracorporelle. C'est bon là. Arlette Kolchen-Persson a terminé par une dernière communication, place de l'endoscopie interventionnelle pneumologique en France. Le but de l'endoscopie interventionnelle est de redonner un calibre trachéobronchique compatible avec une respiration proche de la normale. Les désobstructions sont conduites avec un endoscope rigide ou souple en utilisant un laser, la mécanique, la cryothérapie. L'utilisation des prothèses en silicone va élargir les indications aux compressions extrinsèques. Les thoracoscopies se développent actuellement vers des diagnostics précis par des biopsies dirigées. Elles permettent en outre le talcage avec la possibilité d'évolution vers la thoracoscopie chirurgicale pour l'exérèse de parenchyme pulmonaire, le traitement de bulles superficielles. Plusieurs évolutions techniques sont en cours grâce à l'intérêt des industriels pour l'endoscopie. Laser de manipulation plus facile, prothèse trachéale ou bronchique mieux adaptée, notamment en utilisant les systèmes 3D, valve unidirectionnelle dans le traitement des emphysèmes bulleux, système de vision à 360 degrés pour examiner toute la plèvre, talc de meilleure qualité, plus facile à disperser. Madame Kolchen-Persson a fini son exposé en ouvrant la porte à une discussion portant sur les territoires à disputer entre pneumologues et chirurgiens thoraciques. Questions et commentaires. Les questions et commentaires, notamment ceux du président Albert-Claude Benamou, ont tous mis le doigt sur la nécessité de collaboration médico-chirurgicale, notamment entre les académies nationales de médecine et de chirurgie pour l'organisation des territoires interventionnels. L'avenir de la formation des jeunes opérateurs devra se faire avec des frontières perméables entre les spécialités médicales et chirurgicales. Iraj Kanchbak a clos la séance et remercié l'ensemble des intervenants pour la réussite de cette session. Je vous remercie.